Voici l'exercice 1 proposé dans le concours 2017 à l'entrée de la première année de l'ENSA. Il s'agit d'un exercice concernant la partie nucléaire. Et je voulais l'énoncer rapidement. Un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif de strontium-90. La masse de l'échantillon au moment de la réception est M0 égale 1 g. Donc la masse initiale égale 1 g. Prenez un crayon et soulignez les données numériques. Voilà. On nous donne, en plus de cette masse, la demi-vie de ce composé, c'est 28 ans. On nous donne Ln de 2, Ln de 3, Ln de 5, Ln de 10, la constante d'Avogadro, voilà. Et on nous demande, dans la question Q21, le temps, quel est le temps TD écoulé pour que 99,9% de cet échantillon ait disparu. Voilà. Ça veut dire quoi? Voilà la solution. Regardez comment il faut y avoir accès. Voilà comment résoudre l'exercice. Voici le strontium, voici la demi-vie, voici les données numériques. D'après le cours, tout le monde a appris par cœur cette relation. Ça, c'est la masse restante, j'insiste sur restante. C'est la masse restante à l'instant T, c'est égal à la masse initiale fois l'exponentielle moins lambda T. Lambda n'est pas une longueur d'onde, c'est une constante radioactive. Elle a une dimension d'un temps à la puissance moins 1. Ça, c'est le cours. Voilà. Si 99,9% disparaît ou disparaissent de la masse initiale, quelle est la masse restante? C'est la initiale moins ce qui a disparu. Ça y est, je remplace MRT par ceci. Est égal à ça, je simplifie par la masse initiale et je tire mon temps. Ln, je vais intervenir Ln à droite et à gauche. Voilà, tout calcul fait, je brûle les étapes et j'utilise les puissances de 10 et j'exploite les données numériques ci-dessus et je trouve au final TD égale à peu près 275 ans. Voici pour la première question. Ça y est, apprenez ça par cœur. D'accord. Je passe à la deuxième question. Q22. On nous demande la valeur approximative ou approchée de l'activité initiale de l'échantillon du strontium lors de la réception. Donc, il faut chercher A0. Voilà comment faire. Je peux chercher A0 initiale. D'après le cours, je sais que la constante radioactive A0 égale lambda 1, 0. Ou à un instant t, A à l'instant t égale lambda n à l'instant t. Voilà, ça d'une part. Ensuite, je sais que, vous avez déjà vu ça au tronc commun, N0 égale NA, petit n0 sur grand M. En combinant ces deux relations, j'arrive au final à A0 égale ceci. Je fais l'application numérique et je trouve à peu près l'ordre de grandeur. Ce n'est pas la valeur approximative, c'est l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, il ne tient pas compte du coefficient attaché à la puissance de 10. Donc, puisque c'est 5, 10 puissance 3, gigabecquerel, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 3 gigabecquerel. Ça y est? Bien. Et je passe à la question suivante. On nous demande le nombre de noyaux radioactifs à l'instant TD de l'échantillon de strontium. Voilà comment faire. Je veux un 0. Je sais la relation A0 égale lambda 1, 0. L'activité égale la constante fois le nombre de noyaux. Et je tire un 0, c'est A0 sur lambda. Tout calcul fait, je trouve un 0 à peu près ceci, noyau 7 10 puissance 17, noyau de strontium 90. Voilà pour aujourd'hui. Je passe maintenant à l'exercice 2 du concours 2017 de l'ENSA. Je suis toujours dans la partie nucléaire. Voilà, on nous donne une réaction de fission. Dans une centrale nucléaire, on considère la réaction de fusion de l'uranium-235. Donc, on a l'uranium-235 et on veut produire une réaction nucléaire dite fission. Comment ça? Après collision avec un neutron thermique, on envoie un neutron thermique
qui va entrer en choc avec ce noyau U235 qui produit du xénon 140 et du strontium 94. On nous donne l'équation de cette fission. Voici la réaction de fission. J'envoie un neutron qui va entrer en collision avec l'uranium. Il va produire une réaction dite fission, pas fusion, fission. Voilà. On nous donne. Faites attention à ça. L'énergie de liaison par nucléon. Ce n'est pas l'énergie de liaison du noyau ou de l'élément chimique ou nucléaire. C'est l'énergie de liaison par nucléon des deux noyaux produits est 8,5 mégaélectronvolts MeV. Et celle du noyau d'uranium 235 est de 7,6 MeV. Et on nous demande l'énergie nucléaire dégagée lors de cette fission. Voilà. Il faut chercher, il faut calculer cette énergie. Voilà comment je fais. Regardez ici. J'ai réécrit l'équation qui modélise cette transformation nucléaire. D'après le cours, tout le monde sait que epsilon L, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons. Epsilon L, c'est l'énergie par nucléon. Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie de liaison. Voilà, je tire EL. Ça, c'est le cours. Donc, EL égale epsilon L fois le nombre de nucléons. Ça, c'est dans le cours. On nous demande E, c'est la valeur absolue de delta E. Qu'est-ce que c'est que E ou valeur absolue de delta E d'après le cours? C'est l'énergie de liaison initiale moins la somme de toutes les énergies de liaison des éléments finaux. Donc, c'est l'énergie de liaison de l'état initial moins l'énergie de liaison de l'état final. Donc, voilà, je traduis le cours. Ça y est, je passe à l'application numérique. Je remplace. Voilà, je trouve moins 203 MeV. Donc, 203 MeV, c'est à peu près 200 mégaélectronvolts. On passe à l'exercice 3. Toujours dans le concours 2017, l'ENSA. Il s'agit de la partie mécanique. Donc, je vous l'énoncer. Il s'agit d'un solide de centre de masse, c'est-à-dire de centre de gravité G, assimilé à un point matériel, en mouvement par rapport à un repère fixe, supposé galiléen. La direction de sa vitesse est constante. La direction de sa vitesse, elle est constante. Cela ne signifie pas, faites attention, la direction de la vitesse constante ne signifie pas que la norme de la vitesse elle est constante. La direction qui ne change pas. Je peux accélérer comme je peux décélérer en conservant la même direction. Donc, direction constante ne signifie pas module constant. Donc, il faut choisir la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un repère d'espace d'origine G qui est galiléen, ou l'accélération est centripète, ou l'accélération tangentielle est non nulle, ou le mouvement du centre de G de ce solide est uniformément varié. Donc, on va procéder par élimination. Le repère d'espace d'origine G est galiléen. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au repère héliocentrique. Or, ici, le mouvement n'est pas uniforme parce qu'on n'a pas dit que la norme de la vitesse est constante. Sa direction qui est constante. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Je passe à P. L'accélération est centripète. Et il n'y a pas d'accélération ici centripète, puisqu'il n'y a pas de vecteur normal. Il ne s'agit pas d'une trajectoire curviligne où on peut utiliser le repère de Fresnel N et T. Donc, pas d'accélération centripète. L'accélération tangentielle est non nulle. Qu'est-ce que c'est que gamma tangentielle ou A tangentielle? Par définition, c'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. C'est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Or, ici, la norme, elle n'est pas constante.
C'est la direction qui est constante, mais la valeur numérique, la norme n'est pas constante. Donc l'accélération tangentielle est non nulle. C'est la bonne réponse. Voilà, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'exercice 4 du concours à l'entrée à l'ENSA de l'an 2017. C'est un exercice de mécanique et je vous lis l'énoncé rapidement. Donc voilà, la piste de lancement d'un projectile grand M comprend une partie rectiligne horizontale ABC, une portion circulaire CD centrée en haut de rayon A égale 1 mètre. D'angle au centre, O, alpha égale 60. Regardez le schéma, c'est très clarifié. Et tel que OC soit perpendiculaire à AC. On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement. Soulignez ça au crayon, c'est important. Exercez par la piste sur le mobile durant tout le trajet. Bien. Le projectile grand M assimilable à un poids matériel de masse 0,5, corrigé, pas gramme, kilogramme. C'est 0,5 kg. Ça y est, rectifiez cette donnée numérique. Et lancé à partir du point A sans vitesse initiale. Soulignez ça, notez-le en tête, ça va servir. Suivant AB de longueur 1 mètre. Donc notez la longueur AB égale 1 mètre, avec une force F horizontale et ne s'exerçant bien sûr contre A et B. C'est-à-dire que la force F n'existe que sur le chemin AB. Une fois le mobile sorti de AB, il n'y a plus de force F, force motrice. Ça y est, en danger, etc. On suppose que l'origine de l'énergie potentielle de M est le niveau horizontal. Voilà comme d'habitude, ça y est. Première question, Q26. On nous demande dans cette situation mécanique déterminer l'intensité minimale à donner à la force F motrice qui va faire mouvoir le mobile pour que le projectile M s'arrête sur la piste en D. Donc on cherche F min tel que V en D soit nul. Voilà comment on procède. La première des choses, reproduire le schéma de façon simplifiée. Regardez, ça y est, voilà la piste A, B, C, voilà la piste C, D. D'après les données, VA égale 0, il part sans vitesse initiale. F n'existe que sur le trajet AB. On nous donne le rayon A du trajet circulaire, alpha égale 60. Alors, cherchons F minimal pour que VD soit nul, pas de frottement. Petit f, ça signifie le frottement. Hein? Donc, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et D. Entre A et D. ECD moins ECA égale le travail de F de A à D plus le travail du poids de A à D. Parce qu'il y a deux forces, il y a trois forces qui agissent. Il y a le poids, la réaction qui est normale et la force motrice. Le poids ne travaille pas sur tout le trajet AC parce qu'il lui est perpendiculaire. Il en est de même pour R. R, elle est perpendiculaire, elle est orthogonale, elle est normale au trajet AC. Elle ne travaille pas, d'après les données. Il n'y a pas de frottement. Donc, ce travail, la force F. Voilà. ECD est nul, c'est donné. Je suis parti sans vitesse initiale, donc c'est nul pour l'énergie cinétique. F n'existe que sur AB, donc c'est F fois le trajet A à B. Le travail de F ici est nul, là il est nul parce qu'il n'existe pas. Puis le travail du poids. Le travail du poids sur A à C est nul. Donc seul persiste le travail sur le trajet curviligne CD. Donc c'est mg z de c moins z de d. Z de c moins z de d, c'est cette partie, mais elle est négative puisque z de c est plus petit que z de d. Voilà, c'est moins mgr, 1 moins cos alpha. Et je trouve la force minimale. Application numérique, ça donne 2,5 newtons. Il faut cocher la question qui comprend 2,5 newtons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? L'intensité maintenant, Q27, hein? L'intensité de la force F maintenant, elle est égale à 150 newtons. Donc, supposons que la force motrice vaut 150 newtons, deux modules. Hein? La valeur numérique de la vitesse V en D, avec laquelle le projectile M quitte la piste en D, et donc on nous demande la vitesse V en D pour que le projectile ait la possibilité de quitter la piste. Souligner, quitter. Voilà,
Voilà comment on procède. Regardez ici. Regardez le schéma. Donc, si F égale 150 newtons, je vais chercher VD. J'applique le théorème de l'énergie cinétique. Entre ce point, entre D, je vais chercher D et A. Donc, ECD, c'est énergie finale, 1,5 MV carré. Moins énergie initiale, c'est celle en A, elle est nulle, est égale à F fois AB, plus le travail du poids de C à D. C'est moins mgr, comme tout à l'heure, 1 moins cos alpha. Sauf ici, on cherche une vitesse. On nous donne la force et on nous demande la vitesse. Voilà, et je continue. Suite de l'exercice 4. On trouve VD carré égale ceci. Donc VD, c'est à peu près 25. C'est la bonne réponse. Ça y est. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande comme question suivante? C'est la question Q28. On nous demande l'énergie mécanique EM en D. L'énergie mécanique du projectile en D. Voilà. J'écris par définition, vous avez déjà vu ça dans le cours, l'énergie mécanique, c'est la cinétique, au même point, 1,5 MV², plus l'énergie potentielle, mgZD, plus une constante qui vaut nulle d'après les conditions initiales. Donc, l'énergie mécanique en D, c'est ça, plus ceci. Tout calcul réalisé, je trouve 152 joules. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, on va faire l'exercice 5. Je voulais rapidement énoncer. C'est un exercice de mécanique. On étudie le centre d'inertie du ballon au volleyball. La résistance de l'air est négligeable. Le joueur frappe le ballon situé en A et lui communique une vitesse initiale V0 égale 10 mètres par seconde. Faisant un angle alpha avec l'horizontale. C'est le vecteur V0 qui fait ça. Bien. Le point A est à une hauteur grand H égale 2,80 mètres. Ça, c'est le Y0. C'est l'ordonnée à l'origine. Faites attention à ceci. Du sol, bien sûr. Le filet a une hauteur de 2,5 mètres, 2,5 mètres. La masse du ballon, M égale 280 grammes. Le rayon du ballon, petit a égale 10 cm. On nous donne G comme d'habitude dans le système international. Et on demande, première question, Q29. Le centre d'inertie de la balle passera juste au-dessus du filet. Soulignez ça, juste au-dessus du filet, situé bien sûr à D égale 10 mètres du point de lancement, lorsque l'angle alpha vérifie l'un des encadrements ou bien l'une des inéquations. Donc, comment résoudre cette situation? Première des choses à faire, c'est de faire un schéma. Voilà, un schéma approximatif qui illustre la situation. Que signifie juste au-dessus? C'est-à-dire le ballon, il prend cette position. C'est-à-dire la distance entre la hauteur, cette extrémité de la hauteur du filet et le centre du ballon, c'est petit. C'est-à-dire le ballon, il doit presque être tangent au filet. C'est ça juste au-dessus. C'est cette situation. Ça y est. Ça, c'est dans le schéma. Voici le Y0 ou bien le Z0. Ça dépend de l'axe vertical, Z ou Y. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine du temps. Ça, c'est la distance entre le départ et le filet. C'est grand T égale 10 mètres. Le rayon, la hauteur. Donc, comment y avoir accès? Comment résoudre une telle situation? Il faut chercher l'équation de la trajectoire. Appliquer la deuxième loi de Newton, parce que seul le poids agit. On exige du frottement, la poussée d'Archimède, etc. Je projette la deuxième loi de Newton sur l'axe X, je trouve cette équation horaire. Je projette cette équation sur l'axe des Y, je trouve cette équation. N'oubliez pas le Y0. Ça y est? Voilà. Bien sûr, AX égale à 0, donc V constante, AY non nul, donc mouvement est rectiligne uniformément varié, etc. Je trouve ça. Donc, voici les deux équations horaires. Éliminez le temps et vous trouvez l'équation de la trajectoire. C'est une parabole. C'est une parabole dirigée vers les égards négatifs. Sa concavité est négative. Donc, une fois l'équation de la trajectoire trouvée, le problème est résolu. Ça y est. Et n'oubliez pas cette relation. Il faut apprendre ça par cœur. 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cos carré alpha. Donc, comment il faut faire ici? Il faut agir comme ça. Passer le Y, le H vers le Y, j'obtiens ceci. Et remplacer
remplacer le cos carré par cette relation. Parce que dans la solution, il n'y a que tangente. Essayez de vous débarrasser du cos. Donc, utilisez cette relation. Elle est obligatoire. Donc, remplacez 1 sur cos carré par 1 plus tangente carré. Voilà, j'obtiens cette relation mathématique. Donc, c'est des maths. Voilà, j'obtiens une équation du second degré. En posant x égale tangente alpha, j'obtiens cette équation. 5x carré moins 10x plus 4,8. Le grand x, c'est tangente alpha. Ça y est, se débarrasser du cos en utilisant la relation des maths, obtenir une équation du second degré, et chercher donc le discriminant, delta. Il vaut 4. Donc il y a deux solutions possibles. Tangente alpha égale 1,2 ou tangente alpha égale 0,8. Ça c'est le x. C'est-à-dire x égale 10 plus ou moins 2, c'est racine de θ sur 10. Voilà, et je trouve l'encadrement, tangente alpha, c'est 0,7, 1,3. C'est l'encadrement qui répond à la question. Donc, l'équation de la trajectoire, chasser le cosinus, trouver une équation de second degré, la résoudre. Vous trouvez donc un encadrement, un intervalle de solution. Ça y est, et je passe à la question suivante. C'est le Q 30. La valeur de l'angle alpha, maintenant, vaut 45. Le service, dans ce cas, est réussi. C'est-à-dire que le centre d'inertie de la balle passe au-dessus du filet d'une hauteur h' et touche le sol dans le champ adverse, le champ de l'adversaire, entre le filet et la ligne située à 9 mètres du filet. Point. La hauteur h', c'est ça la question. La hauteur h' au bout de laquelle la balle atteindra le filet a une valeur et vous cherchez cette valeur. Donc on nous demande la hauteur h'. J'ai schématisé cette situation ici. Regardez. Voilà le nouveau cas que nous étudions. Voilà la vitesse V0, la hauteur h. Voilà la hauteur h' qu'il faut chercher. Je connais la vitesse initiale, alpha, la hauteur du filet, voilà la distance, 10 mètres. Et voilà l'autre distance, elle est donnée, c'est 9 mètres. Je prends toujours mon équation de la trajectoire, je remplace le y par h plus h'. C'est ce que j'ai fait, voilà le y. Et le h, c'est le y0, je l'ai passé ici. Ça y est, je remplace mon x par d. Voilà. Tangente x, d, c'est le x. Tout calcul fait, utilisez les puissances de 10 pour que le calcul soit aisé et vous obtenez au final h' égale 30 mètres. C'est la question demandée. Ça y est, faites toujours un petit schéma. Ça y est, je passe à la question suivante. C'est le Q 31. La valeur de l'angle alpha vaut maintenant 45, comme tout à l'heure. Le joueur adversaire situé à 2 mètres du filet veut intercepter le ballon, c'est-à-dire veut toucher, veut croiser le ballon. Point. Le temps t de la réception du ballon à partir de son point de lancement est à la hauteur h2, où il doit situer sa main, c'est-à-dire l'adversaire, dans le plan de la trajectoire du ballon, sont plus proches d'eux. Donc ici, on nous demande deux inconnus et on nous a donné des conditions, des hypothèses. Voilà comment procéder. Je fais toujours un petit schéma. Le schéma, c'est très important. Ça aide beaucoup. Voilà, l'adversaire, il se trouve à 2 mètres du filet. Ça, c'est le filet. Il a une hauteur de 2,5 mètres. L'adversaire, il se trouve là. Ça y est. Voilà. Et moi, je lance le ballon à partir de A. Je pars de ma fameuse équation de la trajectoire. Et je remplace le y ici par h2. Voilà le h2. Le moins h, c'est toujours y0. Je le fais passer déjà ici. Et le x, ici, je le remplace par 12. Ça y est, 10 plus 2, ça fait 12. OK? C'est ça le x pour l'équation de la trajectoire. C'est une trajectoire parabolique. C'est un mouvement parabolique. Ça y est, je calcule. Voilà. Et je trouve h2 d'abord, c'est 40 mètres.
Ça y est, une fois la hauteur trouvée, je prends l'une des équations horaires de tout à l'heure, soit celle sur x, soit celle de y. Je choisis celle de x parce qu'il n'y a pas t au carré, c'est plus simple. Vous trouvez le même résultat, hein? Voilà, je tire T2 de l'équation horaire projetée sur l'axe des abscisses et je trouve 1,69 secondes. C'est la bonne réponse. Voilà. Voilà, il s'agit d'un circuit oscillant LC. Je voulais lancer l'exercice 6. La différence de potentiel au bord d'un condensateur de capacité C égale 0,1 microfarad et UAB égale 120 volts. À la Z égale 0, ce condensateur est branché aux bornes d'une bobine MN d'une résistance négligeable, bien sûr c'est une bobine donc dite non résistive, d'inductance L égale 1 Henry. L'intensité du courant est nulle et on nous donne pi carré égale 10. Première question, on nous demande la période et la fréquence de ce circuit oscillant. On nous demande la période T0 propre et la fréquence propre de ce circuit oscillant. Ça y est, voilà comment on procède. On me donne C, la première des choses, convertir dans le système SI. On me donne L. D'après le cours, je sais que T0 égale 2 pi racine de SC. Je fais le calcul, je trouve T0 égale 2 millisecondes. Je convertis en secondes et j'inverse. Et j'aboutis au final à la fréquence F0. C'est la fréquence propre, c'est 500 Hz. Ça y est. OK? Donc, apprenez cette formule par cœur. T égale 2 pi racine de SC pour un circuit oscillant SC. Question suivante, c'est la question 33. On me demande les valeurs maximales de la charge QM et la valeur maximale de l'intensité du courant IM. Voilà, on nous demande de cocher la bonne réponse. Donc, cherchons QM et IM. Ça y est, on nous donne bien sûr QM, ce sont des rappels. Comment varie Q, comment varie I en général. Et on nous demande ceci. Vous savez? Bien. Voici la solution. J'écris Q en général, c'est-à-dire la charge du condensateur, elle varie dans le temps de manière sinusoïdale. Il en est de même pour I. Si Q varie sinusoïdalement, il en est de même pour I. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Q égale CU. Ça, c'est dans le cours. Pour un condensateur, la charge, c'est la capacité fois la tension. Si Q est maximal, U est maximal. C, elle est constante. Voilà, et je tire Q maximal. Voilà, Q maximal, c'est 12 microcoulombs. Microcoulombs. C'est ça la charge demandée. Donc, pour le courant, qu'est-ce que je fais? On me donne Q, qui varie dans le temps de cette manière. Je sais que I, il y a une relation entre I et Q. I, c'est la dérivée de Q. Si je dérive Q dans le temps, j'obtiens ceci. Q maximal, c'est tout ça. Q maximal, ça veut dire le sin en valeur absolue vaut 1. Donc tout le reste, c'est Q maximal en valeur absolue. Et voilà, IM maximal, c'est QM de pi sur T. Je connais QM, je connais T, c'est T0 de tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, on l'a noté T0. C'est la Q propre du circuit. Tout calcul réalisé, je trouve IM égale 38 microampères. Et bien sûr, il faut signaler là une chose, il s'agit de mentionner plus ou moins. Est-ce que le courant est positif ou négatif? Regardez ici un petit schéma. Que fait le condensateur? Il se décharge sur la bobine. Ensuite, il se charge. Ensuite, il se décharge. Ensuite, il se charge. Voilà ce qui se passe pendant une période. Je répète. Le condensateur, il est chargé. Il se décharge. Il lui donne toute l'énergie à la bobine. La bobine, elle lui redonne son énergie. Donc, il se charge de nouveau. Ensuite, il se décharge. Ensuite, il se charge. Pendant le premier quart de période, le courant il est positif. Regardez, c'est dans le sens positif. Il se décharge, il se charge. Donc, nous, on travaille dans un quart de période, d'après la période. Donc, le courant, il est compté positivement, d'où le signe plus. Voilà pour cet exercice. Voilà, cet exercice 7, il traite la propagation d'une onde sonore. Donc, on est dans le chapitre des ondes. Je voulais lancer rapidement. Sur un conduit en fente, c'est-à-dire un long tuyau, voilà, en fente, contenant de l'eau, on place un capteur de pression. Un coup est donné sur le conduit. Par exemple, je frappe avec un marteau.
le conduit à une distance d du capteur. Bien sûr, je produis une onde qui va se propager dans deux milieux différents, la fonte et l'eau. On détecte deux signaux parce qu'il y a deux milieux différents. Il y a l'eau d'une part et le métal fonte d'autre part, d'où la donnée de signaux. C'est séparé par un intervalle de temps, delta t égale 0,7 secondes. Ça y est, voilà. On nous demande la distance d du conduit au capteur. On nous demande de chercher la bonne réponse. Que vaut la distance qui sépare le conduit et le capteur? La distance d du conduit au capteur vaut l'une de ces réponses. Voilà. L'onde sonore que j'ai produite en frappant le conduit à l'aide d'un marteau, par exemple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se propage dans deux milieux différents. Le milieu 1, sa célérité est V1 égale D sur T1. Et je tire l'instant T1, la durée du parcours D dans le milieu 1. La célérité dans le milieu 2, c'est la même distance, mais à une autre durée T2. Et je tire la durée T2, ou bien l'instant T2. Faisons la différence. Bien sûr, cette différence, elle est positive, parce que c'est un temps. C'est que je prends la grande célérité, moi la petite célérité. Ça y est, je fais la différence entre ces deux, je trouve ça. D'où je tire la distance D demandée, tout calcul fait, je trouve 1500 mètres. Voilà. Voilà, dans cet exercice 8, on va utiliser la constante K d'un équilibre. Je vous l'ai énoncé. Dans une solution S de sulfate de plomb, Pb2 plus SO4-, bien sûr AQ, de concentration molaire C égale 0,1 mol par litre, on introduit de la poudre d'étain SN solide en excès. On donne dans ces conditions de l'expérience, bien sûr, la constante d'équilibre K de cette réaction ci-dessus, elle vaut 2,2. Voici la transformation chimique schématisée, elle est modélisée de cette manière. Donc les ions de plomb contenus dans S vont réagir avec l'étain solide que j'ai introduit en excès en donnant des produits différents. Le Pb2+ ionique passe à l'état métallique et l'état métallique passe à l'état ionique. Voilà, c'est une transformation chimique. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? Une seule question, Q36. Lorsque l'équilibre de la réaction est atteint, faites attention à ça, il faut chercher l'équilibre. Alors, la concentration finale de chaque espèce dissoute dans la solution S a pour valeur. Et on va chercher la bonne réponse. Ici, on va chercher deux concentrations de deux ions différents. Voilà comment faire. Donc là, c'est très simple. Je vais détailler un petit peu, mais c'est dans votre intérêt. Voilà. J'ai réécrit les données rapidement. Voici l'équation. À l'équilibre, je vais chercher ça et ça. J'ai réécrit l'équation. Donc, je fais un tableau rapide, un tableau express. À t égale 0, j'ai la concentration C. Je peux procéder par C ou bien par N quantité de matière. C'est la même chose. C. Au début, j'ai 0, 0. J'ai sauté l'étape intermédiaire. Je suis passé directement à l'état d'équilibre final. Donc, C va diminuer de C'. Et ce C', je le trouve ici. C', C'. Ça y est, j'ai créé la définition de K. K, c'est la concentration des produits, le produit des concentrations sur le produit des concentrations des réactifs. C'est-à-dire les concentrations finales, le produit bien sûr, sur le produit des concentrations initiales. Voilà, le solide, concentration égale à 1. Donc, seul reste celle-là. Concentration de SN2+, c'est concentration du plomb. Elle est égale, d'après le tableau, il est important, c'est C', c'est celle-là, C', sur celle qui reste à l'équilibre du Pb2+. Et C moins C'. C'est C moins C'. C'est égal à 2,2. Ça y est, le reste, c'est des maths. Si vous écrivez ça, le problème résolu, faites attention au calcul. J'obtiens une équation de cette façon. Voilà, c'est une équation simple. Je factorise par C'. Vous n'aurez pas besoin de faire delta. Parce que vous n'avez pas de C. AX carré plus BX plus C. Pas de C, factorisé directement. Ça y est, voilà. Je tire C', c'est la concentration de SN2+ à l'équilibre. Parce que j'ai travaillé à l'équilibre.
Ça y est, tout calcul fait, exposé puissance de 10, et je trouve 70, 10 moins 3 moles par litre. Et celle du Pb2+, c'est-à-dire C moins C', c'est-à-dire celle-là, C moins C'. Et j'obtiens 30 fois 10 moins 3 moles par litre. Voilà pour cet exercice. Voilà, l'exercice 9, il s'agit d'une pile. Je voulais l'énoncer. On considère la pile plomb-zinc qui débite dans le sens spontané. Voilà, la borne moins, c'est l'électrode de zinc. La borne plus, c'est l'électrode du plomb. Ça y est, et ça c'est la paroi poreuse. C'est le pont salin. Chaque électrode a une masse M égale 100 grammes. Les solutions de chaque demi-pile ont une concentration en cation métallique C égale 0,2 mol par litre et un volume V égale 200 millilitres. Voilà la question. Donc voilà une pile et voilà la question. Pendant combien de temps la pile peut-elle débiter un courant électrique d'intensité constante de valeur I égale 0,8 ampères? Donc ici, on nous demande le courant électrique débité par cette pile électrochimique. On nous donne le Faraday, c'est la charge d'une mole d'électron, c'est 96 500 coulombs par mole. Voilà, c'est un rappel. Voilà. Et la question, c'est la pile peut débiter ce courant pendant environ. On nous donne le courant, on nous demande la durée delta T du fonctionnement de cette pile. Voilà comment il faut faire. La pile ZNPP. Donc j'écris par exemple la demi-équation. Dans la demi-pile qui contient les ions de plomb, Pb2+, plus électrons, ça donne le plomb métallique. Ça d'une part. Ensuite, vous avez déjà vu ça dans le cours, cette relation. I delta T égale NE moins fois F. Qu'est-ce que c'est qu'un E? Attention, ce n'est pas le nombre d'électrons, c'est le nombre de moles d'électrons. C'est la quantité de matière d'électrons. Ça y est? Voilà. Et on me demande delta T. Je tire delta T. Delta T, c'est NEF sur I. Ce qui me gêne ici, c'est NE-, le nombre de moles d'électrons. Comme je le déduis, j'écris la proportionnalité pour cette demi-équation. J'écris NE- sur 2 égale N de Pb2+ sur 1. Et je tire NE-. NE-, c'est donc N de Pb2+. Or, le nombre de moles décision, c'est la concentration fois le volume, c'est CV. Donc, cette relation, je l'ai déduite de cette demi-équation. Je remplace ici et je trouve delta T. Je fais les calculs, je trouve à peu près 2,07 heures. Voilà pour l'exercice 9. Pour l'exercice 10, il s'agit d'une électrolyse, c'est-à-dire une réaction chimique qui n'est pas spontanée, qui est forcée par l'intervention d'un générateur. Et je voulais énoncer. La production industrielle de l'aluminium s'effectue par électrolyse à partir d'oxyde d'aluminium extrait de la bauxite, roche sédimentaire initialement trouvée en France. Selon l'équation bilan, donc on nous donne l'équation. C'est ça, l'alumine, ou bien la bauxite, et je réalise une réaction d'électrolyse et je synthétise l'aluminium. Donc cette réaction, elle permet de synthétiser l'aluminium. Première question, Q38. Quelle masse d'aluminium obtient-on si un courant d'intensité I égale 700 ampères traverse le bac à électrolyse pendant T? Donc on nous donne I, on nous donne le T de fonctionnement, la durée, 70 heures, et on nous demande la masse d'aluminium synthétisée. Voilà comment je fais. Regarde ici. Voilà l'équation, je l'ai réécrite. Là. J'applique la relation du cours. Cette relation, elle est applicable aussi bien pour les piles que pour l'électrolyse. I delta T égale NE moins, bien sûr, les électrons. Ici, il y a un moins, nombre d'électrons, fois F. Voilà. Il faut que je cherche N de E-. J'écris l'une des demi-équations, par exemple, je prends la ligne comme tout à l'heure.
j'écris Al3+, plus 3 électrons, ça donne Al. Je fais la relation de proportionnalité et je tire Ne. Ne, c'est égal à 3N de l'aluminium. Ne-, c'est égal à N de 3 fois N de l'aluminium. Je remplace ici et je trouve. Donc le 3, il vient de Al3+, plus 3 électrons, donc Al. Faites attention. Ça y est, et je tire la masse M. Je trouve en grammes et je convertis en kilos, c'est 16 kg. Voilà pour l'exercice. Voilà, on est toujours dans le cadre de chimie, l'oxydoréduction. Je vous lis l'exercice 11. 20 ml d'une solution d'acide chlorhydrique sont mis en présence de 0,1 g de zinc. Point. On recueille, en fin de réaction, 11,4 cm3 de dihydrogène gazeux, mesuré bien sûr dans les conditions CNTP. Ça y est, on nous donne l'équation qui modélise la transformation. Voilà le zinc dans l'acide, ça dégage H2 plus division Zn de plus. Voilà les données, on nous donne le volume molaire, dans ces conditions 22,4 litres par mol, la masse molaire de zinc 65,4 g par mol, et la question Q39. La masse de zinc restant est proche de... Faites attention à la question. La masse du zinc restant, elle est proche de... On va chercher la bonne réponse. Voilà comment faire. J'ai réécrit l'équation qu'on voyait. Regardez. Là. J'écris les données. Le volume dégagé, 11,4 cm3, M de Zn, le volume de HCl utilisé, le volume molaire, la masse molaire du zinc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tableau rapide. À l'instant t égal à 0, on a N. Au début, 0, 0. À l'équilibre, je saute l'intermédiaire. L'étape intermédiaire, elle n'est pas utilisée. N moins X, X, X. Or, le X, ici, c'est la quantité de matière d'un gaz, H2. C'est V sur Vm. N d'un gaz, c'est V du gaz sur le volume molaire. Ça y est. Je remplace, j'ai les données numériques. Attention, il faut convertir cm3 en litres. Voilà. Et je trouve donc la quantité N restante du zinc. C'est ça moins ça. C'est ça. Regardez ici. Regardez au tableau. La quantité de matière restante du zinc, c'est N moins X. Le X que je viens de calculer, je le retranche de N. N, c'est la quantité initiale. C'est M sur grand M. C'est 0,1 sur 64 moins ce que je viens de calculer ici. Voilà. Et je trouve la masse restante du zinc, 70 mg. Dans cet exercice, on va étudier la synthèse de l'eau de Javel. Je vous l'énoncer. L'eau de Javel est fabriquée en solution aqueuse selon la réaction d'équation bilan. Voilà. Cl2 plus 2OH-, c'est-à-dire je fais dissoudre le gaz dichlore dans une solution, par exemple, de soude, hydroxyde de sodium. Et j'obtiens les ions ClO- plus Cl- plus H2O. On nous donne le degré chlorométrique. Notez comme ça, degré CHL, d'une eau de Javel. Donc, qu'est-ce que c'est que le degré chlorométrique d'une eau de Javel? C'est le volume du gaz Cl2 qu'il faut dissoudre pour avoir 1 litre de solution. Voilà, je vous lis le degré chlorométrique, l'eau de Javel, et le volume de dichlore gazeux dans les conditions CNTP, volume molaire du gaz, etc., qui a été utilisé pour en préparer 1 litre. Donc, c'est le volume du gaz Cl2 pour préparer 1 litre de cette solution dans les conditions CNTP. Ou encore le degré chlorométrique et le volume de dichlore introduit dans 1 litre de l'eau de Javel. Oui, c'est la même chose. Donc, question Q40. En calculant d'abord le volume de dichlore qui a été nécessaire pour préparer un berlingot de 250 ml d'eau de Javel à 48, déterminer les concentrations en ion hypochlorite, Cl- et en ion chlorure, Cl- de cette eau Javel préparée. Ça y est, la solution.
j'ai l'eau de Javel à 48 degrés. Donc, pour un berlingot de 250 ml, le degré sera le 1 quart de 48, c'est-à-dire 12. Donc 250 ml d'une eau de Javel à 48 degrés à un degré de 12. Et pour 1 litre, on a ceci. Donc je répète, donc pour 250 ml, on a 12. Ça y est. Et j'écris 12 sur 22,4. Ça, c'est la concentration. C'est N sur V. Ça, c'est le volume sur le volume. Ça, c'est un volume. Ça, c'est un volume. Donc, le volume sur le volume molaire, c'est un nombre de moles. Bien sûr, par unité de volume. C'est Cl au moins, c'est égal à Cl moins, puisque j'ai le coefficient de réaction 1,1. C'est 0, donc 53 moles par litre. Ça, c'est pour 250 ml. Donc, pour 250 ml, la concentration de Cl au moins, elle est égale à celle de Cl moins, elle est égale à 0,53. Comment j'ai obtenu ça? 12 sur 22,4. Ça, c'est pour 250. Mais pour 1 litre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut multiplier par 4. Et j'obtiens ceci. Voilà.